Mesdames, Messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, je m'adresse à vous sans vous connaître, mais en anticipant déjà le plaisir de faire votre connaissance l'hiver prochain. Comme vous le savez peut-être en effet, une nouvelle chaire de droit international des institutions a été créée au Collège de France en automne 2019. Je m'apprêtais à inaugurer cette chaire en prononçant ma leçon inaugurale le 19 mars dernier. Mon premier cours devait débuter dans la foulée en avril, et enfin un grand colloque devait se tenir fin juin. Rien de tout cela n'a pu avoir lieu pour les raisons que nous savons. Ce n'est toutefois que partie remise, puisque le programme de cours de ce qui aurait dû être ma première année au collège a été reporté, dans son intégralité, à l'an prochain. Ma leçon inaugurale intitulée « Reconstruire l'ordre institutionnel international » se tiendra le 3 décembre prochain. Mon cours intitulé « Diligence et négligence en droit international » débutera le 11 février 2021. Quant au colloque sur les théories du droit de la responsabilité internationale, il aura lieu les 24 et 25 juin 2021. De belles perspectives donc. En fait, passé les premiers moments de sidération que nous avons toutes et tous ressentis, puis sur un plan plus personnel, il faut bien le dire, un petit temps de déception, ce contretemps n'en aura en fait pas vraiment été un. Et ce pour deux raisons. Non seulement la période de confinement aura-t-elle été féconde et inspirante en termes de réflexion et d'écriture, c'est vrai sur le plan individuel bien sûr, mais aussi grâce aux différents projets collectifs et interdisciplinaires qui ont germé au collège durant ces derniers mois, sur l'Europe, mais aussi sur le Covid. Non seulement cette période de confinement aura-t-elle été féconde et inspirante en termes de réflexion et d'écriture individuelle, mais dans le domaine qui est le mien, le droit international et le droit européen, l'actualité de la crise sanitaire, puis économique et sociale en cours, nous aura aussi donné de quoi réfléchir. S'il n'a pas encore mis le monde sans dessus-dessous, comme dans la carte du monde qui se trouve derrière moi, elle nous aura invités en tout cas à le regarder tout autrement. Le moins qu'on puisse dire en effet, c'est que ce que nous avons vécu a ébranlé de nombreuses certitudes sur l'état actuel, mais aussi l'avenir de l'ordre juridique et institutionnel international. C'est le cas pour ce qui concerne nos États, bien sûr, mais aussi l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies et l'une de ses organisations spécialisées, l'Organisation mondiale de la santé. Plus généralement, ce qui est remis en cause est la manière dont les peuples de ce monde vivent côte à côte au sein de différents États considérés comme égaux et souverains, grâce à un ordre institutionnel et juridique international que nous avons mis en place en 1945. Nous pensions que cet ordre serait apte, pour un temps du moins, à résister au choc, mais aussi à nous permettre d'adopter des solutions communes à des problèmes communs, comme la paix, la sécurité et le développement économique sur un plan mondial. Bien sûr, les premières fissures de cet ordre sont apparues il y a quelques années déjà, lorsque s'est révélée l'incapacité de cet ordre à permettre l'adoption de mesures communes face au réchauffement climatique, face à la course à l'armement et notamment à la menace nucléaire, puis face à la crise migratoire. Nous venons de voir que les mêmes craintes se justifient désormais aussi face à son incapacité à réagir à une crise sanitaire d'ampleur mondiale. Ce printemps n'aura fait que renforcer dès lors l'actualité du programme d'enseignement et de recherche de cette chaire. Pour mémoire, les travaux de la chaire portent précisément sur l'analyse critique et la réforme du droit international des institutions. Le constat qui m'a amené à proposer sa création en 2018 était en effet que nous vivions une époque charnière, voire même de rupture pour l'ordre institutionnel international. Et le Covid l'a confirmé. Où que l'on tourne le regard, les relations internationales se caractérisent aujourd'hui par l'activité aux côtés des États, mais aussi parfois à leur place, de nombreuses autres institutions publiques et privées, dont le lien aux États et à leur population est encore profondément indéterminé et demande à être clarifié de manière urgente. Face à cette multiplicité d'institutions internationales, et notamment d'organisations internationales, mais aussi d'autres institutions publiques comme les villes, ou privées comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales, et face à leur implication grandissante dans la production de normes internationales, les juristes internationalistes sont en effet en peine d'indiquer aujourd'hui qui représente qui, et c'est ce qu'on peut appeler la crise de la souveraineté et de la représentation internationale,
d'indiquer sur quelle base le droit international qui est ainsi produit doit être considéré comme source d'obligation, et c'est ce qu'on peut appeler la crise de l'autorité et de la légitimité internationale, et ils sont bien en peine d'indiquer comment faire répondre ceux qui violent aujourd'hui le droit international, c'est ce qu'on peut appeler la crise de la responsabilité internationale. À ces trois crises correspondent les trois axes d'analyse et de réforme de l'ordre institutionnel international qui constituent le programme d'enseignement et de recherche de cette chaire: la représentation, la réglementation et la responsabilité internationale. Dans ce cadre, l'un des projets de la chaire est l'innovation institutionnelle, en réponse aux défis climatiques, sanitaires, militaires ou technologiques qui se posent désormais à l'humanité tout entière. Ces défis appellent, en effet, la réforme des institutions internationales existantes, voire la création de nouvelles institutions qui soient non seulement efficaces, mais aussi et surtout légitimes et justes. Dans les quelques minutes à ma disposition dans cette vidéo, je me propose d'abord de vous donner quelques nouvelles de la chaire en vous expliquant en quoi la crise sanitaire a profondément influencé non seulement mes recherches des 3 derniers mois, mais aussi le programme de cours de l'année à venir. Je commence par mes recherches. Pour commencer par ces recherches, le report du cours de cette année à l'an prochain m'a permis de terminer un certain nombre de publications en route, d'en rédiger de nouvelles, mais aussi de jeter les fondations de nouveaux projets. Ce printemps, premièrement, m'aura permis de terminer certaines publications, dont un livre. J'ai en effet pu finaliser le manuscrit du livre intitulé « La due diligence en droit international ». Pour mémoire, la due diligence en anglais, ou la diligence due en français, est un standard ou une norme de comportement qui qualifie diverses obligations en droit international, comme les obligations de prévention, de précaution, de protection ou encore de réparation, dans des domaines aussi variés que les droits de l'homme, le droit de l'environnement, le droit humanitaire, ou encore, et nous venons de le vivre, le droit de la santé. Qu'exige ce standard de diligence due en droit international? En bref, dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, il requiert que nos institutions fassent preuve de soin ou encore de vigilance raisonnable dans le respect des comportements prescrits par le droit international afin de protéger différents droits ou intérêts contre divers risques de préjudice. Et ce pour autant que deux conditions assez difficiles à remplir soient remplies, que ces institutions aient prévu ou aient dû prévoir la survenance de ces risques, et deuxièmement, qu'elles aient eu la capacité nécessaire pour intervenir. Pourquoi s'intéresser à ce standard de comportement du droit international aujourd'hui? Et pourquoi en faire un livre? C'est un standard ancien, bien établi dans la pratique du droit international, mais il connaît depuis quelques années un regain de succès. Cette renaissance est liée, entre autres, au développement de nouveaux risques d'origine privée, ou du moins d'origine non étatique, mais aussi à l'engouement pour la sécurité et l'anticipation, voire le management, dirait-on, des risques et aléas de l'existence dans nos sociétés de vigilance contemporaines. Ce livre sur la diligence due en droit international que je viens de terminer est issu du cours que j'ai donné en janvier dernier à l'Académie du droit international de La Haye. Il sera publié dans le recueil des cours de l'Académie chez Brill d'ici la fin de l'année et disponible en librairie dès le mois de janvier. Deuxièmement, j'ai aussi mis à profit cette période confinée pour rédiger quelques nouveaux articles. Et certains de ces articles, j'imagine que c'est quelque chose qui sera d'intérêt ici, certains de ces articles portent directement sur la crise sanitaire et sur ce qu'elle nous apprend de l'état de nos organisations internationales, que ce soit l'Union européenne ou l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, pour prendre l'exemple du petit article que j'ai écrit en mai sur l'OMS, j'y explore la place du politique dans l'organisation et plus précisément la mauvaise réputation que ce terme y a acquis, comme dans de nombreuses autres organisations multilatérales d'ailleurs. J'y interroge les raisons de ce dédain pour le politique et démontre qu'elles sont mal fondées. Elles confondent politique et pouvoir, à l'heure où la politique permettrait justement de juguler les jeux de pouvoirs internationaux. Elles opposent aussi à tort souveraineté et légitimité, alors que tant la souveraineté que la légitimité trouvent leur justification dans l'égalité d'autodétermination politique des peuples du monde.
Dans cet article, j'appelle les citoyens des États membres de l'OMS à saisir ce moment politique et à faire de nécessité vertu. Plutôt que de continuer à proposer de petites révisions technocratiques de l'organisation, comme cela a été le cas après chaque pandémie, il est temps que nos États, c'est-à-dire nous, révisions la constitution de l'OMS pour lui permettre de développer une politique sanitaire digne de ce nom. Cette politique sanitaire doit non seulement être efficace, mais légitime. Et pour ce faire, elle doit devenir représentative des peuples du monde, et non seulement de quelques États plus puissants que les autres, et de quelques grandes entreprises et philanthropes. Troisièmement, le printemps m'aura aussi permis de commencer la rédaction d'un nouveau projet de recherche que je déposerai à l'automne sur l'institutionnalisation du droit de l'homme à la science. En bref, ce projet porte sur un droit de l'homme méconnu et dont la mise en œuvre est encore imparfaite, le droit de l'homme de participer mais aussi de bénéficier du progrès scientifique. Il s'agira, dans ce projet, d'examiner quelles sont les obligations qui dérivent de ce droit de l'homme et surtout qui les doit. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le respect de ce droit de bénéficier du progrès scientifique implique du point de vue de l'organisation, de l'administration et des institutions de la science. Que ces institutions soient privées ou publiques et surtout étatiques ou interétatiques. Le thème est bien sûr d'une grande actualité dans le domaine de l'accès aux vaccins et d'autres médicaments en tant que bien commun. Mais il englobe d'autres questions moins balisées et plus difficiles, liées à l'anticipation du développement technoscientifique en matière génétique, en matière informatique ou encore en matière biomédicale. Il s'agit de tous les domaines dans lesquels la question des institutions à même de prévenir et de protéger contre les dérives scientifiques, tout en encourageant et en protégeant la liberté de la recherche au service de l'humanité, se pose avec une urgence particulière. Nous avons pu notamment observer ces derniers mois combien les rapports privés-publics sont centraux au domaine de la recherche médicale, mais aussi combien ces rapports influencent ensuite, de manière parfois indue, par le biais des institutions publiques et privées de recherche de certains États plus riches et plus puissants que les autres, l'agenda sanitaire mondial. J'en viens maintenant, et ce sera plus bref, à mon deuxième objet dans cette vidéo. Mon programme de cours de l'année à venir et l'influence qu'aura eu la crise sanitaire sur ce programme. En soi, mon programme de ce printemps a dû être entièrement reporté d'un an. Toutefois, si ma leçon inaugurale, mon cours et le colloque porteront bien les titres initialement prévus, et que j'ai annoncés tout à l'heure, leur contenu ne pourra pas tout à fait être le même après la crise sanitaire, économique et sociale que nous avons vécue et vivrons encore. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de rejoindre le cœur des prophètes du monde d'après. La prophétie n'est d'ailleurs pas vraiment le domaine des juristes. Au contraire, le projet de cette chaire demeure celui qu'il était, c'est-à-dire analyser et critiquer l'état de nos institutions internationales, puis d'articuler des propositions de réforme, exactement comme je proposais de le faire initialement. Cependant, je serai en mesure de le faire désormais en m'appuyant sur la preuve qui vient d'être faite, une fois encore, et de manière très brutale, de la faiblesse de l'ordre institutionnel international. J'espère aussi pouvoir compter sur une compréhension désormais plus viscérale ou physique, et plus largement répandue, de la nécessité et de l'urgence d'agir avant que le prochain choc ne fragilise encore davantage les institutions existantes. Le Covid aura affecté tout d'abord la leçon inaugurale que je devais tenir le 19 mars dernier sur le thème « Reconstruire l'ordre institutionnel international ». Son texte était prêt le 13 mars dernier, lorsque l'ordre de confinement est tombé. J'ai commencé toutefois, avec grand plaisir, à en réviser un peu la teneur, afin de mieux répondre aux interrogations que la crise sanitaire mondiale a suscitées et aux lignes de faille qu'elle a révélées désormais dans l'ordre institutionnel international. Je prononcerai cette leçon, je l'ai dit, le 3 décembre prochain, et elle sera publiée en janvier 2021. Quant à mon cours ensuite, son contenu aussi sera affecté par la crise sanitaire. Pour mémoire, il devait avoir lieu d'avril à juin dernier sur le thème « Diligence et négligence en droit international ».
Il se tiendra désormais de février à avril 2021 sur le même thème. Initialement, je pensais approfondir dans mon cours l'argument du livre « La due diligence en droit international » pour finaliser ce livre cet automne ou cet hiver. Le Covid, je l'ai dit, en a décidé autrement, et je me suis donc résolue à terminer mon livre début juin sous une forme plus allégée. De cette manière, le livre pourra paraître en fin d'année, je l'ai dit, et il sera disponible lors du début de mon cours au collège en février. Ce changement de programme dans la publication du livre m'a permis de revoir ce que je ferai au cours. Le thème sera le même, mais je pourrai renvoyer mes auditrices et auditeurs au livre pour le cadre général, ce qui permettra en cours d'approfondir les questions les plus difficiles que soulève aujourd'hui le standard de diligence due et la responsabilité pour négligence en droit international. Ce sont en effet les questions sur lesquelles il faut encore que la pratique du droit international se développe. Il s'agira notamment de discuter en cours des rapports entre l'évaluation du raisonnable et la standardisation, voire la normalisation en droit international, comme on l'observe particulièrement en droit de l'environnement ou de la santé. Il s'agira de traiter de l'applicabilité du standard de diligence due et notamment des critères de bon gouvernement aux organisations internationales dont les champs de compétences sont, nous le savons, très vastes, mais dont les obligations juridiques sont encore très limitées en droit international et dont l'organisation institutionnelle demeure très variée. Nous discuterons aussi des différences entre ce standard de diligence des institutions publiques, que sont les États et les organisations internationales, et le devoir de vigilance applicable aux entreprises multinationales, et des rapports qui doivent exister entre ce standard de diligence et ce devoir de vigilance. Surtout, le décalage dû au Covid nous permettra, à l'heure où la valse des reproches et des responsabilités pour la crise sanitaire a désormais commencé, sur le plan national, européen et international, ce décalage nous permettra de traiter spécialement en cours de ce qui était dû au titre de la diligence raisonnable et par qui pour la pandémie de coronavirus de ce printemps. Nous nous appesantirons donc longuement sur des questions de diligence en matière d'environnement, en matière de santé, en matière de droits humains, en cas de crise sanitaire. Et nous tenterons d'apporter des réponses aux questions suivantes. Quelles étaient les obligations de diligence dues de la Chine, de la France, des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne ou de l'Organisation mondiale de la santé en janvier dernier et depuis lors? En quoi consistaient exactement ces obligations de diligence due? Comment faire répondre les responsables de ces négligences? Et où? Comment articuler leurs responsabilités multiples? Que de questions et un beau menu, vous le voyez. Quant au colloque qui devait avoir lieu à la fin juin et clore ma première année de cours, il devait porter et portera, je l'ai dit, sur les théories du droit de la responsabilité internationale. Il a été reporté au 24 et 25 juin 2021. Ici aussi, je viens de le dire, la crise sanitaire aura révélé l'importance de la question de la responsabilité internationale et surtout la nécessité de s'interroger sur les spécificités de la responsabilité de nos institutions publiques, qu'il s'agisse d'États ou d'organisations internationales. Pour la suite de cette discussion, et afin de reconstruire ensemble l'ordre institutionnel international, je vous donne rendez-vous au collège, je l'espère en présence, le 3 décembre à 18h pour ma leçon inaugurale. Je me réjouis beaucoup de pouvoir faire votre connaissance enfin, en décembre prochain, puis plus régulièrement au cours dès le mois de février. D'ici là, je vous souhaite un bel été, doux et réparateur. Merci de votre attention.